Salut mes débiles, je vais vous dire comment expliquer à vos proches de la meilleure manière possible l'univers très peu connu de Warhammer. Cet univers a de base été créé pour le wargaming par la société Game Workshop. Le but principal était donc de créer un lore servant de contexte pour des batailles de figurines sur table. D'où le titre Marteau de guerre qui représente à lui seul la philosophie de cet univers et le niveau de paix qui y règne. Le tout avec une esthétique médiévale renaissance de diverses régions du vrai monde, ainsi que diverses factions pour le plaisir de large public. Factions que je vais tenter de vous expliquer de manière exhaustive, la moins fiable et la plus subjective possible. Les hauts elfes, s'ils étaient un mot dans un dictionnaire de fantasy, leur synonyme serait hautain, ou enculé selon les régions. Leur côté présomptueux est tel qu'il ferait passer un artiste bobo écolo parisien, fils de cadre total, pour une personne agréable. Car après tout, si vous êtes éternel avec d'excellentes capacités physiques, intellectuelles et magiques, pourquoi ne pas vous comporter comme le dernier des connards face aux autres races? Ils sont tellement proches de la perfection qu'ils s'emmerdent à leur vie. La première et la dernière fois qu'ils ont voulu casser la monotonie à coups d'orgie, ils se créèrent une entité chaotique qui faillit détruire leur race en dévorant leur âme. Donc bonjour l'ambiance, suite à cela ils ont dû combattre des démons, affronter des nains et la quasi-totalité des créatures existantes sur tous les plans de l'existence. Tout cela en vivant une scission au sein de leur royaume dû au fait d'une tentative de coup d'état par un gamin incestueux, suivi par une coalition d'elfes contre les lois anti-orgie et anti-esclavagistes. En soi une race d'enfants prodiges privilégiés par l'instinct qui malgré leur proximité à l'art, la culture et le savoir, cachent leur dépression sous un air hautain, exactement comme les Parisiens. Les elfes noirs. Faction appréciée par beaucoup, il n'en reste pas moins que des elfes traîtres, mi-émo et remis-traîtres derrière, avec une passion pour le meurtre, le sexe, la torture et l'exhibitionnisme. Guerriers impitoyables et sanguinaires face auxquels la défaite est préférable dans la mort qu'un after-bataille à mode tournante des vaincus, bien que sur certains forums des personnes vous fantasment le contraire. Niveau politique, traîtrise, assassinat, conspiration, mensonge, manipulation, répression, corruption. Bref, après la royauté d'Ultua, ils se sont mis en marche vers la dictature. Niveau religion, le culte du plaisir domine, et pour les plus candides de l'assemblée, je tiens à préciser que oui, ça concerne bien les jeux de fesses, mais ni besoin de préciser l'âge, la race ou le consentement. Culte tenu par Moriarty, maire et probable amant très infidèle du dirigeant de la faction, ceci pouvant expliquer l'animosité de celui-ci envers tous les êtres ainsi que tous ses pairs. Pour contrer sa frustration, raids, rapines, piraterie, guerre et génocide sont les maîtres mots de sa politique extérieure. Les elfes sylvains. C'est des elfes zadistes qui, à la différence de ceux-ci, ne créent pas de slogan, mais clôt les débats sur la propriété terrestre à coups de flèches dans la gueule. De plus, ils ont pour soutien des esprits de la forêt, dryads, feux follets, naïades et autres hommes arbres géants, qui quant à eux règlent les discussions avec violence et meurtre. Ils ont choisi de vivre en communion avec la nature, loin des intrigues politiques, se contentant de vivre d'air et d'eau fraîche, hors multiples incursions délétères, orques humaines, naines et hommes bêtes. Puis, pour rappeler au monde qu'aimer la nature n'est pas synonyme de fragilité, leur roi, également représentant d'un de leurs dieux, retourne la carte face cachée, chasse sauvage, qui consiste à faire respecter l'autorité des Asraï à base de régulation sans quota du voisinage plus ou moins proche, avant de retourner faire des colliers de fleurs. Les nains, inspiration principale le Seigneur des Anneaux, atouts supplémentaires des canons, des hélicos, des lance-flammes, des bombes, et autres outils destinés à la mortalité de leur ennemi. Ennemis accumulés au fil des millénaires dans leur livre des rancunes. Le principe est simple, vous leur faites une crasse, dans le livre. Vous les insultez, dans le livre. Vous rasez un village puis humiliez leur porte-parole pour leur faire comprendre que ce sont des êtres inférieurs, dans le livre. Le but étant de pouvoir conserver la rancœur sur toutes les générations. Ce serait vraiment stupide d'oublier de juste passer à autre chose quand on peut cultiver l'animosité et la vengeance sur des millénaires. Anciennement une des nations les plus puissantes, une guerre puis un séisme aura eu raison d'une grande partie de leur royaume, avec pour aide à la reconstruction des humains en pagne, des gros rats, ainsi que des peaux vertes voulant faire une opéra sur leur ancien royaume et leur vie actuelle. Bien qu'étant en perdition, chaque nain est prêt au sacrifice de sa vie pour l'extermination des ennemis de la race, faire la fierté de leur ancêtre et prouver une bonne fois pour toutes leur supériorité face à ces contes d'elfes. Les nains du chaos. Juste des nains qui, après s'être retrouvés isolés de l'ensemble de leur royaume suite à une catastrophe, ont décidé de prêter allégeance à une vache chaotique, à renier à leur ancien principe ce qui a fait d'eux des parias. Pour contrebalancer leur petite démographie et leur petit taux de natalité dû à leur petite libido sûrement dû à la fait de leur petite bite, ils ont choisi d'adopter le principe merveilleux de l'esclavagisme. Ça va être raciste car tout y passe, les faibles, les orques, les
les ogres, les hobgoblins, etc. Après tout, ils ont besoin de stagiaires afin de pouvoir faire tourner leur usine. Chez eux, c'est passion et Isengard, métal, feu et sang. Le travail, c'est un plaisir, au pire, les tâches ingrates, c'est aux esclaves. De leur Villeforge sort de puissantes artilleries compensatoires de très grande taille, des légions de bénévoles pour la guerre, ainsi que des centaures nains taureaux dont vous ne voulez pas savoir la conception. Chose rare en fantasy, ils font partie des seuls nains pouvant utiliser la magie, avec comme seule contrepartie de se changer en pierre en commençant par les extrémités. Probablement une raison de plus expliquant leur natalité. Les ogres. C'est des Mongols. Je veux dire par là qu'ils sont inspirés des guerriers mongols d'Attila. Ils se reprennent leur mode de vie à la différence que vous remplacez des cavaliers d'éther de 1m60 par des obèses de 3 mètres qui ne passent qu'à bouffer à boire mais à un niveau addictif, au point de commettre des larcins, de devenir mercenaires, d'abandonner leurs femmes et enfants pour avoir leur dose de viande. Car autant vous dire que pour ces grands mongols, un vegan c'est une entrée. Ils ont poussé le vice jusqu'à le nommer leur dieu la gueule. De plus, ils font preuve de fit shaming, ajoutant les nouveau-nés naissants bourrelés dans une grotte où les plus forts deviendront des cannibales. Marque de plus de la fantaisie de cet univers, c'est qu'aucun d'entre eux ne semble souffrir de problèmes liés au surpoids, mais d'un côté imaginez le ridicule de légions d'asthmatiques. Quoique leur souverain le plus connu, Grécius d'Andorre, doit pour déplacer son postérieur être sur un palanquin porté par une cinquantaine de gnoblards. Gobelins plus fragiles et moches servant de soufis, de bouffe et de chair à canon. La vie de rêve. Les peaux vertes. La particularité de cette famille est d'être majoritairement composée d'orques et de gobelins. Les premiers ont tendance à servir de chefs et de première ligne, tandis que les secondes de grosses victimes et de projectiles. Mais quelquefois de chefs grâce à leurs 10 points de QI supplémentaires. La spécificité des peaux vertes de Warhammer, c'est que ce sont des champignons. Néanmoins, on reste plus proche de la manite toxique que de la girole, à la différence qu'aucune des deux viendra vers vous avec une masse dans le but de vous violenter brutalement avant de vous bouffer la gueule. Mais ne vous fiez pas à leur apparence car ils sont en réalité des Édonis spirituels, vénérant leur dieu Gork et Mork, l'un brutal et rusé, l'autre rusé et brutal. Leur vénération consiste à faire de gros tas de merde magique tout en étant brutal avec leurs prochains. Chez eux, pas de crise existentielle, juste violence, guerre, brutalité, narcotique. Ils ont pour entourage des squeaks, créatures difformes avec de grandes dents qui servent à la fois de chiennes, de monture, de repas et de prédateurs. Des trolls, les raisons bien que mystérieuses à cette cohabitation doivent résider dans leur amour du meurtre et leur haine de la propreté. Ainsi que des gens car ils peuvent tout casser. Pas de complexité, plus tu peux détruire, plus c'est accepté, faisant de par ce fait la plus grande nation de vivre ensemble de Warhammer Fantasy. Les hommes lézards. Quand les grands anciens créateurs demandent venir sur cette planète pour y apporter la paix et la vie, ils se créent à leur service pour les aider dans leurs nobles tâches. Des putains de machines à meurtre. Principe de cette race, ou devrais-je dire de cette légion de reptiles assassines, c'est la létalité par tous les moyens. Gros coups de queue, de masse, de mâchoire, par l'intermédiaire des Saurus et Croxigore. Une sorte de mélange entre varan, crocodile et déchiqueteuse. Si le corps à corps ne suffit pas, des skinks sortes de geckos humanoïdes pourront toujours vous tirer dessus des projectiles avec suffisamment de poison pour concurrencer Monsanto. Si vous parvenez à survivre à tout cela, vous arriverez face aux Slann, sorte de crapauds obèses et léthargiques qui ont pour seule fonction d'attendre les ordres des anciens, tout en atomisant magiquement avec violence tout démon ou étranger à sa race. Mais cela ne leur suffisait pas, car ils ont tout simplement domestiqué des putains de dinosaures. En soi, ils ont inventé le principe de létalité, monté sur létalité, accompagné de létalité avec pour certaines l'option du lancer de serpents venimeux, histoire d'être plus létal. Les rois des tombes. Vous êtes fan de la momie de Karl Freund, ou de Stephen Sommers, ou tout simplement d'égyptologie, cette race est faite pour vous. Des squelettes, des sphinx, des scorpions, des scarabées, des pharaons, tout cela pimpé à la sauce momie. Ancienne grande nation humaine tombée dans la décrépitude et l'oubli pour cause d'ingérence et de malédiction. Non, je ne parle pas de l'Égypte sans l'intervention salvatrice des Occidentaux, mais bel et bien des rois des tombes. Grâce à leur culte mortuaire et à un herde du nom de Nagash, ils ont obtenu l'éternité avec pour seule contrepartie d'avoir le même teint de peau que Brooke et la masse adipeuse d'un mannequin de la Fashion Week. Les anciens rois se sont réveillés et ont pris conscience de leur erreur passée. Non, je déconne, guerre civile, ego trip, envie de conquête. Ils veulent reprendre leur territoire laissant viager depuis plus de 3000 ans et casser les tibias des personnes d'autres cultures. Car même les vampires, bien que morts également, ne sont pas épargnés. À résumer, c'est des momies d'éther. Les contes vampires. Les vampires sont d'anciens humains qui, pour ne pas changer, se considèrent supérieurs aux autres races en vantant leur grande force et immortalité. Mais bon, quand la liste pour te tuer comprend les coups dans le cœur ou le cerveau, la décapitation, le feu, le soleil, la magie, les lieux sacrés et moult rituels, c'est que l'immortalité elle est pas bien présente. Cependant, ils arrivent quand même à manipuler des humains en promettant le baiser de sang, ce qui permet de devenir un vampire. Bon.
D'aller dire ça sonne classe, mais dans les faits, jamais personne n'a déjà souhaité être un enfant de la Lune, ne pouvant s'alimenter que d'une substance pâteuse avec un fort goût de fer, le tout en vivant au plus proche de cadavres en décomposition et qui puent, et tout cela pendant des siècles. Pour pallier à l'ennui, certains ont tranquillement décidé de devenir nobles, et d'établir leur royaume en Sylvanie au cœur de l'Empire. Autant dire que les populations servent à la fois de bétail et d'esclaves, et encore après la mort grâce à leur maître nécromancien. Malgré cela, ils considèrent les autres habitants de l'Empire comme des chiffres-molles, avec leur vie plus douce du fait qu'ils aient plus de droits et de technologie. En fait, les Sylvaniens, ce sont ces personnes avec le dos pété et 5000 heures sum non payées qui méprisent les envies d'avancée sociale car eux, ce sont pas des branleurs. À la différence que les Sylvaniens connaîtront un ruissellement, une fois les dents de leur maître bien plantées profondes dans la trachée, avant de reprendre le boulot car résurrection. Les hommes bêtes, probablement une des plus grosses dégueulasseries de cet univers. Elle mélange entre toutes les bestioles de la ferme avec des cordes version carnivore, violente, alcoolique et dégénérée. Et non, je ne parle pas d'un fils de paysan allemand avant l'interdiction de la zoophilie, seulement en 2012 dans le pays. Mais bien des hommes bêtes, créatures bovines et caprines complètement starbes, et mal carnage, la destruction, les orgies, l'alcool et les bons copains. Il reste avant tout une plaie pour chaque nation civilisée, chose que tous les joueurs de Total War Warhammer pourront comprendre. Leur atout principal, leur férocité. Et c'est tout. Leur culture, plus t'es fort au combat et plus t'as de grosses cornes et une grosse bite, plus tu montes haut dans la hiérarchie. La place de la femme, c'est à la cuisine chez eux. Arpentez les routes de forêt, vous encourez le risque de tomber sur des bandits. Faites bandits et encourez la rage et la folie des hommes bêtes. Bien que la première situation n'empêche pas la seconde. Créatures à l'intellect limité qui ne rêvent que d'une seule chose, l'annihilation de toute civilisation à cause de leur complexe d'infériorité. La Norska. Vous en avez marre de ces races de fantasy qui ne sont que stéréotypes? Ben si c'est le cas, allez-vous-en maintenant, pauvre fou. Les Nords, ce sont des vikings meurtriers, pointeurs, incestueux qui passent leur temps à faire des raids destructeurs sur tout ce qui a plus de 15 mètres de leur lieu de naissance. Sur les 40 ans de l'univers Warhammer, pas une seule histoire contre les aventures de l'un d'entre eux ayant fait le bien, alors que leur libre arbitre n'est pas allé chercher des clopes. Encore mieux, chaque tribu est plus ou moins affiliée à une entité chaotique. Le résumé tient littéralement sur un post-it où il est marqué « des méchants ». Mais bon, malgré leurs crimes, ils ont un bon style et des mammouths. Et comme ils ont eu des enfances compliquées et souffrent pour la plupart de problèmes mentaux, certains joueurs les ont acquittés et en ont fait leur faction de cœur. Et en plus, ils ont des loups-garous. Le chaos. Tenter d'expliquer le chaos dans Warhammer est probablement la chose la plus casse-gueule à faire pour cet univers. Tout commence dans le Warp. Pour vous aider à appréhender celui-ci, vous prenez vos connaissances scientifiques, tous vos cours de physique, même les plus anciens, puis vous contactez les personnes qui vous ont enseigné ces connaissances et vous les envoyez chier, car ça sert à rien et il faut le comprendre. Le temps, l'espace, les atomes, il y a tout simplement pas. Sans aucune logique et cohérence, exactement comme dans une soirée de Sciences Po. Tout est partout et nulle part à la fois. La folie guette en une fraction de seconde toute créature mortelle posant les yeux sur cette parodie grotesque de monde incompréhensible. Sauf si vous êtes un dieu ou simplement con comme un orc, ou que votre but dans la vie est avant tout la létalité. Oxyotl, un homme lézard caméléon sous speed, après s'être perdu dans le warp, a juste décidé de tuer toutes les entités démoniaques qu'il pouvait, et cela pendant des milliers d'années en l'espace de 10 secondes. Si tu trouves que cette phrase n'a aucun sens, c'est que t'as mal écouté le début ou que tu fais partie des exemples cités précédemment. Mais je pense pas que tu sois ni un dieu ni un caméléon sous prote. Mais bon, je ne parlerai pas de ça si tout ce qui était dans le warp était un âme incompréhensible, car c'est également dans ce monde que les dieux du chaos règnent. Ils sont au nombre de 4. Khorne, Tzeentch, Nurgle et Slaanesh. Chacun d'eux est associé à plusieurs émotions, sans savoir s'ils en sont la source, ou s'ils en puisent juste leur force. Tzeentch est le dieu du changement et de la manigance. Il tire sa puissance des traîtrises, des complots ou tout simplement des envies de changement que peuvent éprouver les êtres au cours de leur vie. Autant dire qu'il ne porte pas les vieux dans son cœur. Par contre, il kiffe les politiciens et les personnes avec de l'ambition, ainsi que les mages en quête d'apprentissage. Visuellement, il ressemble à rien puisqu'il est en constant changement. Il passe son temps à fomenter des complots et des plans, et ensuite d'autres plans pour contrer ses propres plans, dans le but qu'ils réussissent, mais pas totalement, pour pouvoir faire d'autres plans, car le plus important dans un plan, ce n'est pas la destination, mais le plan. Et ça, c'est beau. Ces hostes démoniaques sont composés de chewing-gum cri à vengeance, de lance-flammes multicéphales, ainsi que de créatures aviaires mutantes pour les plus importantes et qualifiées. Et tout cela avec un filtre bleu et magenta, qui d'après Wikipédia n'est pas une colorimétrie précise. Et si pour les couleurs vous êtes comme moi, en fait c'est juste du rose-rouge. Du coup Tzeentch, c'est de la magie, du complot et de la stratégie. Et quand ça marche pas, il fait en sorte que ses serviteurs utilisent leur grosse intelligence.
Nurgle, le seigneur de la peste ou grand-père Nurgle pour les intimes. J'ai eu la chance de trouver sa bio sur un site de rencontre, je vais vous la lire. Ayant un poste à forte responsabilité en tant que dieu chaotique, je recherche une personne afin de m'assister dans la vie. J'aime sentir l'odeur de la putréfaction et de la décrépitude. Mon travail consiste essentiellement à créer la vie dans mon chaudron de vérole. J'ai pu ainsi donner naissance à de charmantes lèpres, de douces pestes, des petites hépatites ainsi que de violentes allergies. Bien que travailleur, je suis aussi blagueur, comme lors de mes créations d'MST afin de taquiner mon confrère Slaanesh. Toutes mes expériences ont pour but d'être relâché sur les royaumes mortels afin d'y apporter davantage de vie. Pour me détendre, je vais dans mon jardin dans lequel je plante diverses maladies ainsi que des choux verts pour leur charmante odeur. J'aime également assister à l'éclosion des larves de mouches. Je suis père célibataire d'une famille très nombreuse. Mes aînés, les grands immondes, m'aident dans les tâches quotidiennes. Défense des frontières, jardinage, tuer des nains, la cuisine, ainsi que commander mes armées. Les cadets sont mes petits porte-peste. Bien que souffrant de problèmes oculaires ainsi que de lenteur cognitive, ils apportent la vie où qu'ils soient. Néanmoins, quand certains font des bêtises, je les transforme en crapauds décérébrés et de temps à autre, j'éclate ces crapauds décérébrés jusqu'à être détendu. Qui n'a jamais fait ça au moins une fois dans sa vie? Puis mes Nurglings, j'en ai énormément. Après tout, ils sortent de mes escarres et de celles de leurs cadets. Je leur offre des chiens pour qu'ils se sentent moins seuls, car bien qu'ils soient d'un naturel très joyeux et sympathique, très peu d'êtres veulent être leurs amis. Cela en tant que père me rend triste. J'aide également les personnes malades dans la misère et qui veulent arrêter de souffrir. Je fais pas ça seulement en contrepartie de leur âme, mais car moi, Nurgle, j'aime et que j'accepte tout le monde. Slaanesh est dans les faits le dieu des 7 péchés capitaux, l'orgueil, l'avarice, la jalousie, la colère, la luxure, la gourmandise ainsi que la paresse. Mais en vrai, juste la luxure est mise en avant car le cul ça fait vendre. Slaanesh se nourrit des émotions sous leurs formes les plus intenses. Bien que Slaanesh ait toujours existé, ce sont les elfes à l'origine de sa création. Car avant d'être une race de dépressifs, ce sont avant tout des hypersensibles. Mais bon, après des millénaires de poésie, la lassitude s'empara de leur âme et la mise en place d'orgies s'imposa. Puis la classique, distorsion de la réalité, création d'une entité diabolique et chaotique dévorant les âmes, incursion de démons massacrant tout, une orgie lambda. Le royaume de Slaanesh est fortement inspiré de l'enfer de la Divine Comédie de Dante, avec plusieurs étages au thème des 7 péchés capitaux, avec pour chacun des épreuves afin de tenter les mortels. Ce qui est particulièrement stupide vu qu'ils ont très peu de moyens d'y foutre les pieds. Mais bon, si vous passez toutes les épreuves, vous arriverez dès lors au dernier cercle où se trouve le prince des plaisirs, Slaanesh. Si vous êtes là, c'est bien évidemment par intérêt pour connaître plus de plaisir et grandement élargir vos limites. Slaanesh aime les artistes, les bons vivants, les obsédés et les gens dans l'extrême de leur passion. En participant à une de ces réceptions, il est fort probable que parmi les invités, vous croisiez des démonettes, des humains souffrant de malformations, des démons majeurs tels que des gardiens des secrets et autres bêtes et veineuses de Slaanesh, servant autant de montures pour les cavaliers démoniaques que d'objets de plaisir. Qui sait, si vous faites bien valoir vos attributs, le regard du prince des plaisirs pourrait se porter sur vous. Khorne, le dieu du sang, du massacre, de la violence et de la guerre. Du sang pour le dieu du sang, des crânes pour le trône de crâne. Chaque acte de violence physique, chaque effusion de sang est une prière à son nom. Vous décapitez, une prière. Vous brisez une mâchoire, une prière. Vous tuez violemment, une prière. Vous éclatez la tête de Kevin en 5e B contre le robinet jusqu'au sang parce qu'il a osé passer devant vous, une prière. Les hostes démoniaques de Khorne sont majoritairement composés de sanguinaires, créatures qui portent le nom de leur tempérament. En ce qui concerne les cultistes de ce dieu, pas de prières, de cérémonies, de monuments, de restrictions alimentaires à la con, juste du meurtre, aucune préoccupation à part tuer, un peu comme de la méditation mais active. Le royaume de Khorne est composé d'un ciel enflammé, de rivières de sang et de montagnes de crânes. Celui-ci est arpenté par des chiens de Khorne et des écarisseurs de Khorne qui ont pour but, comme toutes les créatures de Khorne, de tuer violemment. Ah oui, j'allais oublier de préciser, le TK est admis car ça reste du meurtre. Les démons les plus puissants et meurtriers de Khorne sont les buveurs de sang, sortes de balrogs sous stéroïdes qui n'ont pas le temps d'être le mal tapis sous la montagne car ils veulent tuer. Leur méthode consiste à utiliser de bonnes grosses armes bien dures. Car chez Khorne, pas de magie car c'est un truc de lâche. Cependant, les attaques à distance et les souffles de feu sont tolérés. Bon, maintenant que vous voyez en globalité l'univers de Khorne et sa subtilité, on va parler du Rustic en lui-même.
Donc là où le dieu du changement fait des plans, celui de la pestilence crée des maladies et le dieu du plaisir fait des orgies, le dieu de la violence et du carnage, quant à lui, passe son temps le cul vissé sur un trône de crâne, engoncé dans une immense armure, là où l'essentiel de ses troupes sont en pagne. C'est une fraude. Il a bien un immense espadon à côté de lui, mais qui doit être plus là pour la symbolique ou pour compenser quelque chose. Par contre, avec sa tête de molosse, il oublie pas de rager suffisamment fort pour qu'on l'entende à l'autre bout des royaumes du chaos. Korn a globalement la même aura qu'un fan de foot qui fait pas d'activité physique car il s'est fait les croiser. À la différence qu'on peut lui accorder qu'au moins Korn il est badass. Les guerriers du chaos. La chose est simple, vous prenez toutes les entités du chaos, vous les mélangez avec plus ou moins de proportions, à cela vous ajoutez un banal Norse ou juste un ancien dévot du culte sigmarite, et vous obtenez un individu dans une armure en métal bien métal, ce qui donne un guerrier du chaos. Leur but est tout simplement la destruction de toutes les entités hors chaos, bien que ça les empêche pas de se disloquer la tête entre eux. Soit pour des raisons d'appartenance à un dieu spécifique, ou tout simplement par envie ou ambition. Ils peuvent être considérés comme la principale menace pour l'univers de Warhammer, si bien qu'en fonction de la timeline, ils atteindront leur but. Leur rôle est avant tout de commander les autres factions chaotiques, Norse, hommes-bêtes, mutants, démons et autres races plus ou moins insignifiantes. S'ils attirent les faveurs des dieux, ils deviendront des élus ou des princes démons. Dans le cas contraire, ils seront changés en gros tas informes avec des tentacules. A noter que les tentacules peuvent également être des récompenses. Il arrive également de temps à autre que tous les dieux se mettent d'accord pour élire leur champion. Autant dire que cela donne des individus de force semi-divine ne pouvant être vaincus que par des guerriers de légende, des mages d'exception ou par un orc qui s'est mis sciemment dans une catapulte because I'm the best. Mais bon, une grande partie d'entre eux se font juste désintégrer par la source de leur pouvoir, car le chaos c'est classe, mais c'est pas cool. Certaines des égoutiers de la ville auraient rapporté la présence de rats bien plus grands que la normale et marchant sur leurs pattes arrière. Bien que ça aurait pu juste s'agir de mutants, les inquisiteurs, après enquête avec interrogatoire, avec bien évidemment torture, la vraie vérité a été trouvée. Il s'agirait d'une machination des forces du chaos. Du coup, les colporteurs de ces fausses rumeurs ont été donc justement incinérés sur des bûchers sur la place pour préserver la paix dans la cité. Donc, entre l'odeur de cramé et le fait que ce soit surtout des égoutiers qui soient passés, on peut vraiment dire que ça pue la merde et la mort dans cette ville. L'Empire, probablement la faction la plus importante de l'univers de Warhammer, du coup je vais bâcler, je vais faire simple. C'est le Saint-Empire romain germanique vers la Renaissance, avec un peu de steampunk et de la magie. Des intrigues à la cour, des rats dans les égouts, des cutéreux dans les quartiers, des paysans dans les champs et de grosses saloperies dans les coins sombres. Son histoire commence quand un mec très fort taqué comme Conan nommé Sigmar devenu chef d'une tribu, puis il est parti défoncer d'autres chefs pour devenir le nouveau chef de plein de personnes, tandis que les autres il les a tués ou déportés au nord, au choix. Puis il est parti taper des orques, donc les nains l'ont bien aimé et lui ont passé un marteau runique nommé Galmaraz, le fameux marteau de guerre ou Warhammer. Ensuite il s'est battu moult fois contre tout ce qui était réfractaire aux races et personnes qu'il aimait bien. Il est devenu empereur, instaura une forte paix dans le royaume. Du coup, sans guerre, sans massacre et sans bagarre, il se faisait chier. Un jour il s'est levé, puis il a dit je pars, il est parti. Après nombreuses ingérences politiques, peste, guerre civile, prolifération de cultes chaotiques et moult joyeusetés mortelles, il est facile de deviner que Sigmar était peut-être très fort, mais pas de vain, ou alors c'était un sacré égoïste, ou enfoiré en fonction des régions. Outre ce grand personnage, ils ont pas à se la péter, la technologie, l'artillerie, ils l'ont prise au nain, la magie c'est grâce aux elfes car l'Empire leur faisait pitié, en cuisine les alphelins les surpassent, en cavalerie la Bretonnie les rattrape, et pour l'infanterie, le Kislev les démonte. Terrain propice pour les contes et jeux de rôle du fait de son abondance de lore et sa facilité à appréhender, il n'en reste pas moins que l'Empire est une des factions qui ne brille dans aucun domaine, excepté être le lieu d'histoire palpitante avec des personnages remarquables. Ainsi que la prolifération de cultes chaotiques. Kislev, ou Mère Kislev pour les intimes. Bien qu'étant une faction humaine apparue très tôt dans le lore de Warhammer et également voisine de l'Empire et de toutes les péripéties de celle-ci, Kislev a toujours été bizarrement une faction très peu développée dans l'univers et également non présente dans le wargame officiel. Se situant à la frontière nord de l'Empire, cette nation est à l'avant-garde contre les armées émergentes des désolations du chaos. Autant vous dire qu'un mélange entre froid mortel, faune mortelle et ennemi mortel, ça vous donne une population peu nombreuse mais qu'il faut pas faire chier.
Celle-ci est partagée entre deux ennemis, les Ungol plus au nord qui sont principalement des nomades d'apparence inuite et qui ont la particularité d'avoir d'excellents archers montés, ainsi que les Gosmodar qui quant à eux représentent la plus grande population et les hautes instances du pays. Il est donc logique qu'ils y aient imposé leurs coutumes et langages et divinités auprès des Ungol après quelques conflits mortels. Bien qu'un peuple rustre, le patriarcat n'a pas sa place au Kislev, car quand vous vous faites envahir matin, midi et soir, 7 jours par semaine, et depuis des siècles, de bonnes décisions sont plus salvatrices que soulever le plus de bois. Leur chef national, actuellement une femme, la tsarine Katarina, a pour particularité d'être la plus puissante mage de givre au monde. Domaine de magie très puissant, exclusif aux femmes de Kislev par tradition. En même temps, rares sont les hommes motivés à faire de longues études fastidieuses avec un taux d'insertion professionnelle proche de celle de sociologie quand tu peux juste travailler avec tes mains et tes muscles. Enfin, la faction de Kislev est classe, mais pour les plus réveillés, vous avez sans doute dû remarquer que c'est la Russie version fantasy. Donc, autant vous dire qu'en pleine guerre froide, vous n'allez pas forcer pour vendre des soviétiques à votre public majoritairement composé de ricains. L'espoir pour le développement du lore kislevite est apparu en 2020 lors des premières annonces de The Old World pour la résurrection de Warhammer Fantasy en Wargame. Ce même espoir fut concrétisé avec la BA du mastodonte Total War Warhammer 3 en 2021. Les réactions sont unanimes, leur chara-design est classe, leur inspiration principale n'évoque plus que des mèmes internet pour les joueurs de moins de 30 ans, et même certains de ces codes comme les chevaucheurs d'ours sont présents. C'est sûr, cette faction va être développée et ce sera le fer de lance de The Old World. 24 février 2022, la Russie déclare une guerre ouverte face à l'Ukraine, entraînant de nombreuses conséquences que l'on voit encore aujourd'hui. L'imaginaire des mêmes disparaît, celui du bloc soviétique revient. La communication de Warhammer 3 ralentit sur Kislev et fait place aux autres factions, tandis que du côté de Game Workshop, les créateurs officiels du lore, plus aucune nouvelle. Kislev fut la première nation citée pour le retour de l'Ancien Monde, mais ne fera pas partie des factions jouables. Peu importe l'univers imaginaire ou nos propres rêves, ceci aura toujours des inspirations du réel. Game Workshop, bien que créateur d'imaginaire, est une entreprise avec des envies pécuniaires. L'inspiration réelle de Kislev posant problème, il est bien trop risqué d'investir dans son développement. Kislev, de par son trop grand rapprochement au réel, disparaît à nouveau dans les méandres du lore de Warhammer, pour une période indéterminée. La Bretonnie. Vous êtes fan de châteaux, de chevaliers, des contes et légendes arthuriennes ainsi que d'inégalités sociales? Cette faction est faite pour vous. La Bretonnie s'inspire grandement des royaumes de France et d'Angleterre au XIVe et XVe siècle. Nombreux seigneurs profitent d'une belle vie au sein de splendides forteresses, tandis que la populace enchaîne épidémies, famines, raids, régulation et exploitation et le tout en mode speedrun. Pour contenir l'abus des uns et l'envie de révolte des autres, cette nation a trouvé une solution déjà approuvée, la religion. Bien qu'il en existe plusieurs au sein des différentes strates du royaume, le culte de la Dame du Lac est le plus puissant. Leur prophète, la fée enchanteresse, a suffisamment de pouvoir pour envoyer tous les fils de nobles faire une croisade à l'autre bout du monde. Les puissants ordres de chevalerie tournent également autour de cette croyance, et notamment de la quête du Graal. Alors que le principe c'est juste une magicienne, chose normale dans cet univers qui arrive à un gueuleton de nobles et leur dit que les voix de la déesse dans sa tête les avertit que ceux qui ne partent pas en quête sont des gros lâches. Donc avec le mélange orgueil et alcool, ni une ni deux ça va vivre des aventures loin du pays. Après de base leur rôle est de protéger les paysans, mais en vrai qu'est-ce qu'on s'en branle des paysans? La logique elle est valable dans le lore et pour les joueurs. Il existe bien Bertrand le brigand qui fait son Robin des Bois, mais bon dans un système inégalitaire répressif il est plus facile de s'imaginer et rêver de devenir chevalier que libérateur des peuples. Conclusion, la Bretonnie c'est juste de beaux châteaux et de magnifiques chevaliers. Le reste on s'en branle. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, bien évidemment likez et partagez si vous avez apprécié celle-ci. L'objectif de cette vidéo était avant tout de vulgariser l'univers de Warhammer pour que vous puissiez le faire découvrir à des proches ou l'expliquer à des potes à 3 grammes en soirée. Dans la description de cette vidéo, je vous partagerai mes sources ainsi que les liens de divers vidéastes francophones travaillant sur l'univers de Warhammer Fantasy. Si j'en oublie, dites-le moi dans les commentaires pour que je puisse les marquer par la suite. Il me semble avoir oublié aucune faction qui existe réellement dans cet univers. Le prochain univers traité appartient à une des œuvres les plus connues au monde. Et surtout, n'oubliez pas de bien dormir sur vos 2 oreilles, car après tout, rien ne viendra des égouts pour vous assassiner.